on a nos deux sociétés, avec une grosse différence quand même, c'est que la SRL de famille, comme le nom l'indique, il faut être en famille. Et il y a moyen aujourd'hui de diminuer tes revenus, Oui. de donner de l'argent à tes enfants, de passer à côté de la fiscalité, hormis la CSG pour tes enfants. Et franchement, on le voit, je vois une fois par an. En fait, quand on est particulier, on veut avoir le taux le plus bas et on veut rembourser le plus vite. Et quand on commence à être professionnel ou un amateur éclairé, on se fout du taux et on veut la durée la plus longue de remboursement. C'est deux choses qui sont totalement opposées. Et là, c'est pareil, le mindset, C'est un il raisonnement doit être entrepreneur. différent. Donc une SCI ne protège pas le conflit, mais par contre, ça protège effectivement le bien et la continuité du bien et du patrimoine. Tu peux décider du nom du gérant, grosso modo, qui va prendre les décisions Exactement. en cas de désaccord. Évidemment, il ne faut pas que ce soit lui qui casse sa pipe en premier. Bonjour Patrick, bienvenue. Bonjour, merci de m'inviter. Tu étais venu il y a 2 ans, c'était, je ne vais pas dire le début de l'aventure de Maslow, mais on démarrait vraiment au moins ce podcast. Patrick Maurice, Dougs, on te connaît évidemment par cœur, en tous les cas les gens qui nous suivent te suivent également. Est-ce que tu peux te présenter en 2 mots et nous dire finalement depuis 2 ans où on en est chez Dougs? Alors, Dougs, c'est une société d'expertise comptable en ligne. Ça veut dire qu'on n'a pas de présence physique dans des villes. Alors, on est présent physiquement dans des sites où on travaille, bien évidemment. Et Dougs, c'est avant tout de l'expertise comptable destinée à la fois à des entrepreneurs et à la fois à des investisseurs. Particulier et professionnel, les deux. Particuliers professionnels, tout à fait. Exactement. Sachant qu'on a des offres, notamment dans l'immobilier, que ce soit SRL de famille, Société civile immobilière, SAS, etc. On en parlera bien évidemment. C'est pour ça qu'on t'a invité Oui, aujourd'hui, c'est que tu es exactement. le spécialiste. Et quand je te regarde sur le réseau, j'apprends des choses. Donc c'est pour ça qu'on te fait aussi venir aujourd'hui. Quelques chiffres sur ton nombre de clients aujourd'hui? Alors aujourd'hui, on dépasse les 40 000 clients. On a un peu plus de 700 collaborateurs au sein de l'équipe Dougs. 2300 clients chaque mois qui nous font l'honneur de nous rejoindre. Confiance. Donc c'est une machine effectivement qui fonctionne bien et dans laquelle j'en profite pour remercier tous ceux qui nous font confiance. Bon, beau développement, bravo. Et merci une nouvelle fois de revenir sur le plateau de 41 mètres carrés. Aujourd'hui, on va parler justement structure, SRL de famille, SCI, notamment société. En fait, j'ai l'habitude de dire que nous, on conseille les investisseurs immobiliers sur le choix du bon produit immobilier par rapport à leurs objectifs et leurs moyens, évidemment. Il y a ce que j'achète et il y a comment je l'achète. Et souvent, aujourd'hui, le comment je l'achète prend une part de plus en plus importante parce que la fiscalité change, parce qu'on doit s'adapter. Et c'est pour ça qu'on a besoin d'éclairage et c'est pour ça que tu es là. Ça te va? Ouais, très très bien, super. J'imagine que comme nous, tu sors un peu des déclarations de revenus. Ça a été un moment un peu intense. Je voudrais faire une petite parenthèse en préambule. Là, il y a des choses, on a été beaucoup interrogés pendant la période de déclaration de revenus, notamment sur nos clients meublés, concernant la facturation électronique, parce qu'il y a beaucoup de cabinets comptables qui commencent à écrire à leurs clients, parce qu'il y a des échéances. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est que la facturation électronique et est-ce que ça va concerner le client investisseur particulier en loueur meublé non professionnel, par exemple? Alors, premièrement, la facture électronique, c'est un truc de l'État, d'accord? Il n'y a aucun particulier qui est venu un jour dire « Tiens, ce serait sympa d'avoir de la facture électronique ». Ce n'est pas un système purement français dans le sens où ça existe déjà au Mexique, en Espagne, en Italie, depuis le 1er janvier 2026 en Belgique. La France est quand même une exception parce qu'on a rajouté une couche supplémentaire, bien évidemment. Étonnant. On ne pouvait pas faire comme les autres. Et donc, le système de la facture électronique repose avant tout sur un système qui s'appelle la plateforme, d'accord? Et une plateforme agréée. Auparavant, la plateforme, il faut imaginer en fait un système comme du cloud, donc un espace dans le nuage, voilà, où tous les particuliers, toutes les entreprises, enfin surtout toutes les entreprises, vont devoir envoyer des factures. Et donc il y a 2 grandes dates. Une date qui va se situer au 1er septembre 2026, c'est-à-dire dans quelques semaines, où il y aura une obligation pour tous les entrepreneurs assujettis à TVA ou pas, d'accord? Ou pas, parce que on va pouvoir citer des exemples, qui devront obligatoirement être en mesure de réceptionner des factures électroniques. Donc la plateforme agréée, c'est un endroit où l'État se trouve, voilà, où il récupère tout, il va pouvoir tout voir. Et en fait, c'est un petit peu comme
les pages jaunes d'une époque. Quand tu voulais envoyer une facture, tu dis « Ah tiens, à qui je dois envoyer ?» Tu regardais le nom, l'adresse, c'est bien là. Quand tu seras, toi, émetteur de la Une facture, facture. c'est-à-dire, par exemple, EDF, puisque à partir de septembre 2026, seules les très grandes entreprises vont envoyer des factures. Ok. Donc EDF, France Télé, enfin Orange, etc. Et ces factures, il faut qu'elles arrivent quelque part. Et c'est pour ça qu'il y a une obligation pour tous les entrepreneurs et les sociétés civiles immobilières, et les LMNP, et les LMP, et les SRL de famille, de pouvoir recevoir des factures. Alors certains d'entre nous pourraient dire « Mais moi, je ne reçois pas de facture, j'en ai pas, donc je n'ai pas besoin. » Eh bien non, il va falloir être dans une plateforme agréée. Et ça sera d'autant plus facile pour l'État de vérifier, étant donné qu'il rentre au fur et à mesure, et tout n'est pas rentré, il rentre dans le bottin jaune, là, il rentre toutes les adresses de toutes les personnes avec les numéros SIRET. Et quand les gens n'auront pas été catégorisés avec une plateforme agréée, eh bien, ils seront sanctionnés. Et les amendes ont été doublées avec la loi de finances de 2026. Et donc, c'est une véritable catastrophe. Donc, clairement, on peut prendre de la façon suivante, dire bah, « je ne suis pas d'accord ». Ok, une fois qu'on l'a dit, ça change strictement rien du tout, parce que j'entends dire des gens qui disent ah, on va faire une pétition. Non, c'est foutu. Ouais. Ça va s'appliquer. C'est une directive qui n'est pas que française et ça s'applique dans d'autres pays. À partir de septembre 2027, cette fois-ci, eh bien, il faudra que tout le monde soit en mesure d'émettre des factures. Okay. Donc moi, si j'ai un seul conseil à donner, un seul. Premièrement, ne cherchez pas à lutter contre la facture électronique, ça ne sert à rien, d'accord ? Deuxièmement, vous n'enverrez pas de facture électronique au 1er janvier 2026, donc ouais. Pas d'inquiétude. L'échéance du mois de septembre, c'est la réception, c'est pas le fait de la produire. C'est une inscription, okay. C'est juste une inscription. Okay. Cette inscription, en théorie, elle devait être gratuite. Et c'était l'État qui devait le faire. L'État devait créer un système. Ils ont dépensé 250 millions d'euros pour rien, et ils ont jeté l'éponge en disant on laisse au privé le soin de le faire. Au sein de Doux, on est plateforme agréée. Alors, on n'est pas qu'expert comptable, on est aussi plateforme agréée. J'ai une centaine d'ingénieurs et on a été dans les premiers à être sélectionnés pour être une plateforme agréée. Et on a décidé. Il y en a une centaine en France. Il y en a une centaine en France, mais alors tu as retrouvé toutes les banques, oui, bien sûr, mais je crois que etc. C'est à peu près le au début, on était un petit peu moins nombreux, et puis d'un seul coup, toutes les banques sont arrivées pour essayer de capter ce marché, puisqu'ils ont peur qu'à travers la facture électronique, ils perdent, par exemple, les moyens de paiement et tout ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'acteurs. On va être clair, beaucoup le sont, non pas par amour de la facture, mais plutôt par amour de l'argent que ça peut procurer. Bon, comment dire ça ? Moi, quand j'étais petit, Zorro, c'était mon personnage préféré, et on a décidé chez Doux que ce soit gratuit. Donc, quelqu'un qui veut être adhérent sur notre plateforme agréée, eh bien, ce sera gratuit. Pourquoi ? Parce que l'investissement, je l'ai déjà fait. Deuxièmement, que j'ai un client, 100 000, 1 million, 10 millions, ça ne change rien sur ma note. Et c'est une sorte de pied de nez, effectivement, un environnement de l'État qui laisse tout le monde complètement surpris par leur inaptitude à créer quelque chose de gratuit. Donc, je me suis dit, allez hop, on y va pour de bon. Ok, changement pour nos clients déjà. On a quand même beaucoup de clients investisseurs privés qui font aujourd'hui leur déclaration de revenus tout seuls, qui font beaucoup de choses tout seuls, qui ont parfois du mal à prendre la décision de se faire accompagner, qui voient plus parfois le coût que la recette et la facilité. On va dire que c'est une étape supplémentaire sur le fait que le besoin d'être bien accompagné et d'éviter les erreurs va faire quand même que mon client investisseur qui a 1 ou 2 appartements locatifs, il va quand même devoir trouver des solutions techniques et autant se faire accompagner par Doux ou par un autre cabinet, peu importe. Mais l'idée, c'est que ça va quand même être facilitant. On va se dire aussi que pour l'État, c'est le moyen de surveiller, d'encaisser les impôts et de ne pas passer à côté, évidemment, de revenus à imposer. Je pense que c'est aussi ça. Donc la nécessité de se faire accompagner va être encore plus importante à compter déjà de septembre 2026. Donc septembre 2026, c'est demain quand même. Oui, je pense que beaucoup trop de personnes, du fait d'honoraires à payer, parfois cèdent à la facilité fiscale. Or, ce que l'État propose comme aide et de facilité ne va jamais dans le sens du contribuable. Quand on dit, tiens, faites du micro-LMNP,
je ne comprends même pas pourquoi il y a une seule personne en France qui est en micro LMNP. Alors, il peut y avoir des exceptions, mais 99% devraient être en LMNP Réel. plutôt que d'accepter simplement de mettre quelque chose sur lequel ils vont être imposables. L'abattement. Je ne comprends pas. Ça, c'est un mystère pour moi. Il faut bien qu'on rajoute des gaz. Oui, oui, tout à fait. Non, Non, mais d'autant plus, je peux comprendre effectivement parfois que quand tu loues un studio à 300 balles par mois, tu n'as pas envie de payer 100 euros d'honoraires. Alors, je ne vais pas citer les tarifs qu'on fixe, et les gens pourront aller le voir eux-mêmes, mais tout le monde sera agréablement surpris de voir qu'on peut aujourd'hui avoir quelque chose de très bas au niveau des honoraires, d'autant plus que les systèmes, effectivement, sont très parce que puissants. tu as un modèle en ligne, tu as un modèle qui a été Oui, ouais. développé par des ingénieurs plus que par des comptables, si je peux m'exprimer C'est ainsi. c'est la cohérence et le travail C'est commun qui a permis effectivement, le modèle de Doux. et bien évidemment. Et aujourd'hui, notre principal travailleur sur nos bilans, ça s'appelle un robot. Et Et c'est 24 heures sur et c'est pas 24. fini. Et c'est pas fini. Et ce n'est pas fini, non, non. On est la boîte la plus tech de France. Ok. Bon, merci déjà pour cette parenthèse et pour cette échéance. Donc, on répète, septembre, il faut en gros être opérationnel pour pouvoir recevoir des factures électroniques. C'est tout. C'est tout. le premier pas, il n'y a que ça à faire en Ouais, 2026. exactement. Et fin 2027, il faudra pouvoir émettre des factures. Exactement. Là, Voilà. c'est tout Et à pas fait. forcément. Il faudra peut-être pas les émettre. Ça, c'est là où la complexité en invoicing, mais peut-être en e-reporting. Ça, c'est la spécialisation de la France, faire quelque chose encore de différent. Parce qu'à l'origine, on n'avait pas besoin d'envoyer des factures électroniques aux particuliers. On sera toujours obligé désormais d'envoyer des factures, mais il faudra aussi faire du reporting, c'est-à-dire qu'on a envoyé quelque chose en dehors de la plateforme électronique. Là, la complexité, elle n'arrive pas là maintenant. Là, aujourd'hui, c'est simplement une inscription. La complexité, elle arrivera au 1er septembre 2027. Ne nous inquiétez pas, nous créerons un organisme de surveillance pour gérer tout ça. On aborde maintenant le cœur du sujet sur le podcast. Je le disais en préambule, j'achète un appartement pour faire un investissement locatif. Est-ce que je l'achète en nom propre ou est-ce que j'achète au travers d'une structure ? Je pense que la question elle arrive 8 fois sur 10 par nos clients investisseurs. Et pourtant, tu le sais, moi, mes clients investisseurs chez Maslow, ils sont plutôt jeunes, souvent premier investissement locatif. Et on entend tout et son contraire sur la SCI, la SRL de famille, etc. C'est complexe. Clairement. Donc, soit j'achète en nom propre, soit j'achète au travers d'une structure. Il y a plein de structures. Finalement, est-ce que tu peux déjà balayer un peu la différence entre j'achète en nom propre en structure et finalement, comment tu vas nous accompagner ou nous guider sur ce que l'on va voir après, c'est-à-dire le choix de la structure ? Alors, tu as déjà bien résumé la situation. Soit tu achètes en nom propre, ça veut dire que... Monsieur Juppé-Emmanuel achète un appartement. Voilà. Bon, ça c'est la première possibilité, où je vais créer une société à part, c'est-à-dire que là on est deux, mais on doit imaginer une troisième personne qui serait une société. Bon, on ne pourra pas boire un verre d'eau ni boire un café avec elle, cette personne, mais elle a exactement les mêmes attributs qu'une personne physique. Une existence. Elle peut acheter, elle peut emprunter, elle peut rembourser, et elle peut encaisser l'argent. Donc, c'est exactement cela. Maintenant, le fait que ce soit une société, ça veut dire que c'est une tierce personne dans laquelle elle a comme existence de vivre 99 ans, voire un renouvellement, donc en règle générale beaucoup plus qu'une personne humaine. Et à la limite, peu importe qui en sont les propriétaires de ces parts. Voilà, ça je pense que c'est un truc qui est hyper important. C'est-à-dire que quand on achète en propre, bon moins ça c'est clair, c'est nous. Et puis le jour où on fait une transmission, on est obligé de transmettre, on peut démembrer, etc. Mais c'est quand même beaucoup plus complexe. Quand on rentre dans un autre monde, celui des sociétés, c'est un monde qui ouvre de liberté. Voilà. Donc l'entreprise individuelle, enfin l'achat en tant que personne physique aujourd'hui, on va pas se mentir, en France, c'est hyper casse-gueule, dans le sens où tu n'as qu'un seul choix. Si tu veux pas payer trop d'impôts, c'est le LMNP. Et puis, Jean Brun qui vient d'être sorti dernièrement, donc les gens peuvent aussi réfléchir dessus. Mais tu n'as pas d'autre chose que tu peux faire. Parce que sinon, tu vas te retrouver en louant en nu, par exemple, avec des revenus fonciers, la CSG, l'impôt sur le revenu, éventuellement les contributions additionnelles. Bon, les gens peuvent perdre 75% des sommes sur de l'argent en plus qu'ils n'ont pas, dans le sens où ils sont obligés parfois de rembourser. Donc, on va éliminer ce matin cette partie d'achat en propre, pas que ce soit mal, mais qu'il existe aussi d'autres systèmes qui sont beaucoup plus ouverts, plus évolutifs aussi avec le temps, puis peut-être un peu plus certains aussi. Pourquoi je dis ça ? Tu dis qu'il y a moins de changements
Ah bah, une société civile immobilière, c'est un système juridique qui existe. Napoléon. Oui, exactement, c'est tout à fait cela. Et donc, c'est vieux comme le monde. Et l'impôt sur les sociétés a quasiment toujours existé. Donc, elle est quand même assez étanche à tout ce qui se passe autour. Voilà. La SRL de famille, c'est un petit peu différent. C'est un système, effectivement, qui bénéficie différemment. Mais on va le reprendre tranquillement. La SRL de famille, c'est un truc super simple. En fait, on va se poser la question, déjà, si tu loues nu ou si tu loues avec du meublé. Ok. Bon, si tu loues nu, Ouais. une SRL de famille, ça ne fonctionne pas. Ça ne marche pas. On ne peut pas acheter avec une SRL de famille pour faire du nu. Ça ne fonctionne pas. Bon, bah Voilà, déjà, c'est réglé. c'est réglé. Donc, on sait qu'une SRL de famille, ça ne peut être que avec du meublé. Ok. Une SCI, par contre, elle peut acheter, elle peut louer du nu, elle peut louer du meublé. Et puis, une SCI, elle peut être un impôt sur le revenu ou elle peut être un impôt sur les sociétés. Bon, impôt sur le revenu avec du nu, c'est comme si la SCI n'existait pas. Oui, ça Elle change était rien. totalement transparente. Donc, franchement, si on veut arriver là, l'intérêt est très minime. On peut l'avoir pour des personnes, notamment, qui ne sont pas mariées, qui ne sont pas pacsées, qui veulent échanger leur titre de telle Exactement. façon à ce que si l'un vient à décéder, eh bien, on se retrouve. Et dans ces cas-là, deux choses. La première, il n'y a pas de fiscalité, à proprement parler. Ils mettent à disposition gratuitement. Et deuxièmement, il n'y a pas de facture électronique. C'est le seul cas où, où on pourra Ouais, oui, il faut des faire exceptions. il y a une exception quand même sur ce coup-là. J'en profite pour dire à tous ceux qui ont une société civile immobilière à l'impôt sur le revenu de ne jamais louer 2 semaines, 3 semaines par an ou même une semaine Ah oui. en quelque chose. Pourquoi ? Parce qu'il y a eu un arrêt de jurisprudence dernièrement qui a été... Enfin, c'est un massacre, il n'y a pas d'autre mot, où les personnes ont eu le malheur d'être en SCI, un impôt sur le revenu, un couple, super sympa, gentil, tout se passe bien. Ils ont le malheur de louer 2 fois de suite 2 semaines. Contrôle de l'administration fiscale. L'administration dit, tiens, ben, vous avez forcément loué du meublé, puisque c'était des vacances. Ah, et comme vous avez 0 de chiffre d'affaires, là, ici, bascule à l'impôt sur les sociétés. Désormais, vous me devez un avantage en nature sur le logement gratuit sûr, que vous avez occupé. Et comme là, ici, l'impôt sur le revenu passe à l'IS, tiens, on va vous remettre une petite couche au niveau de la plus-value potentielle. Donc, jamais faire cela. Jamais. Ça, c'est un truc qui est très important. C'est le risque, je pense, pour certains clients qui ont acheté il y a quelques années en SCI à l'IR, tout à fait classique. Et puis, ils ont un départ de locataire avant l'été. Ils sont sur une zone qui est propice à la location. On dit, bah, tiens, on va en profiter. Et Voilà. c'est plutôt malin de se dire, bah, tiens, je vais louer 3 semaines. C'est ça. Mon truc, bon, bah, là, finalement, on peut être rattrapé par la patrouille très rapidement. Quoi. Exactement. C'est-à-dire que c'est typiquement le genre de situation où les gens, je pense, ont été redressés fiscalement sans comprendre ce qui leur arrivait. Oui, bien sûr. Hein, ça part pas d'un mauvais sentiment, mais à la fin, ça se termine comme si c'était des bandits. Bon, donc on va revenir à la SCI. Ouais. On enlève l'impôt sur le revenu, qu'il n'y a pas de grand intérêt, et on reste à la SCI, à l'impôt sur les sociétés. Et là, la SCI à l'IS, eh bien, on peut faire l'un ou l'autre. Donc, on a nos 2 sociétés, avec une grosse différence quand même, c'est que la SRL de famille, comme le nom l'indique, il faut être en famille. Donc ascendant, descendant. Voilà, la SCI, tiens, si tous les deux on achète un appart, ben on fera une SCI, on ne fera pas une SRL de famille. Oui, et on pourrait même, dans la SCI à l'impôt sur les sociétés, mettre nos enfants, ouais. Et on pourrait mettre aussi une société, une holding. Ouais. Donc ça, c'est un petit passage pour les entrepreneurs. N'avancez jamais de l'argent par vous-même. Mettez votre holding qui détiendra les SCI et c'est vachement plus cool. Comme ça, on n'a pas à apporter de l'argent personnel. Donc ça, je pense que c'est les 2 grands choses. Alors tu dis SRL de famille, c'est quoi la notion de famille ? C'est ascendant-descendant, ça s'arrête là ? Oui, c'est ça, exactement. Okay. Donc, on ne peut pas le faire avec son cousin. On peut le faire à frère, donc sœur. tante, ça marche pas. Non, non, ça frère, ne marche sœur, pas. Frère, parents, sœur, enfants. Exactement. Ok, super. Alors, il y a eu des petites évolutions en la matière. Il y a toujours des risques quand les couples divorcent aussi. Enfin bon, c'est des choses. Et donc automatiquement, si on commence à sortir hors de la famille, eh ben, par définition, on rebascule dans l'impôt sur les sociétés. Du coup. Juste, est-ce que le choix que l'on fait au départ de la structure, qui correspond à mon besoin, à mes objectifs, à nos conseils, aux tiens et aux miens, le 1er septembre 2026,
finalement, les situations peuvent changer. Est-ce que je peux changer de structure? Enfin, est-ce que c'est possible de faire évoluer ça, c'est-à-dire Alors, SCI, SARL? Est-ce que je peux changer les choses en cours? Parce que l'horizon d'investissement, c'est 10 ans, 15 ans, 20 ans. Si c'est un bien de famille, tu en as parlé tout à l'heure, ça peut même durer transmission de génération. exactement. Est-ce que je peux changer en cours de route? Alors, quand tu es en nom propre, passer en société, c'est extrêmement complexe. Il faut repasser par la case notaire et les droits d'enregistrement qui vont aller avec. Alors, il y a quelques petites subtilités. On pourra peut-être payer un petit peu moins cher, mais la règle générale, c'est que c'est complexe. en fait, tu parlais tout à l'heure d'une troisième personne. Donc, c'est comme si je vendais le bien à une troisième personne. Donc, je paye des frais d'acquisition pour ne pas se fâcher avec nos amis notaires. Mais grosso modo, tu payes les 8% comme si tu revendais à quelqu'un d'autre. C'est ça. Voilà, tu peux faire un apport de ton bien immobilier dans une structure où là tu vas baisser les droits. C'est ça. Mais la réalité, c'est que c'est quand même assez subtil. Ouais, tu payes quoi qu'il arrive. Voilà, ça c'est le petit souci. Quand tu es dans une société, les choses sont différentes. Premièrement, tu peux, par exemple, si tu es en société civile immobilière ou que tu sois en SRL, techniquement, tout est possible. C'est juste une question après de difficulté, parfois d'apport, de transformation de société, d'acceptation aussi, puisque quand on est en SRL, par définition, eh bien, nos responsabilités sont limitées à l'apport, alors que dans une société civile, il y a une ouverture totale, donc on est responsable dessus. Donc ça, c'est quand même un truc qui est hyper important, exactement, solidaire. Bon, proportionnellement, c'est quand même pas une SNC, mais de façon très claire, on peut dire que la SRL, dans l'absolu, je dis bien dans l'absolu, protège au cas où la société ferait faillite. La réalité, souvent, on a des cautions à titre personnel. S'il y a du financement, notamment. Voilà, s'il y a un financement. Dans une société civile immobilière, qu'il y ait un accord ou pas d'ailleurs, peu importe. Les banquiers le font quand même signer au cas où les gens divorcent. Mais de façon très claire, on est responsable indéfiniment. Ça, je pense que c'est un truc qui est très important. Les gens peuvent croire effectivement que parce qu'on monte une société, la responsabilité sera celle de la société. Dans une SCI, c'est sa responsabilité. N'oublions pas la transparence, la qualité de gérant finalement. Exactement. Toi, chez Doug, vous accompagnez des milliers d'investisseurs. Oui. En gros, la cote-part SRL Famille SCI, c'est 90-10, 80-20, 50-50. Alors, c'est 95% société civile immobilière, parce qu'on a beaucoup aussi de nos clients qui sont entrepreneurs, qui le font via des holdings. Oui. Et là, la seule façon... Une holding ne peut pas être en famille. Oui, on rappelle, je suis entrepreneur, j'ai une entreprise, cette entreprise réalise un résultat. Oui. Ce résultat, soit je me le distribue, soit je le consomme, soit je l'investis dans l'entreprise, soit je peux le remonter dans une holding personnelle. Et cette holding personnelle, après, elle peut investir, soit dans d'autres sociétés d'ailleurs, c'est souvent ce qu'ils font, soit dans des biens, c'est possible. Et là, effectivement, la holding, elle peut... faire de l'apport à une SCI et ça évite quand même la fiscalité entre ces trois sujets. Pas d'impôt sur les sociétés, pas d'impôt sur le revenu et pas de CSG. Il faut préciser aujourd'hui, quand même, pas de CSG. Il n'y a rien. Et pas de flat tax. Et pas de flat tax. Il n'y a rien puisque quand on remonte l'argent d'une société, on est à 5% de quote-part multiplié par 15%, ça fait 0,75% d'impôt. On remonte 100 000 balles, c'est 750 € d'impôt. C'est rien du tout. Et donc, ça permet d'investir. Donc, ça, c'est pour tous les entrepreneurs et ceux qui, ce qu'on appelle un peu l'optimisation de la rémunération de dirigeants, c'est quand même souvent là, je suppose que tu interviens aussi. Oui, on a pour but de conseiller nos clients. Et il y a, en France, et partout sur cette planète, on peut regarder le revenu média et on peut regarder le revenu différé. Et je pense qu'aujourd'hui, ne regarder que le revenu média, à mon avis, c'est hyper dangereux, dans le sens, on ne va pas se mentir, que l'immobilier en France demeure un placement beaucoup plus certain que la retraite. Enfin, je vais sans doute faire hurler tout le monde, mais si j'ai une certitude, c'est qu'aujourd'hui, l'immobilier sera sans doute le placement qui permettra d'avoir moins, on va dire, de fluctuations par rapport au système de la retraite qui, naturellement, va diminuer, qui diminue déjà, parce et dans lequel ils sont plutôt dans le giron d'avoir une baisse sensible. L'immobilier reste l'immobilier. Il a pu traverser des siècles et on a pu voir ce que ça donnait. Mais tu sais qu'aujourd'hui, c'est très ancré, parce que nous, nos investisseurs Maslow, qui sont plutôt jeunes, plutôt moins de 35 ans d'une manière générale, eux sont persuadés n'ont pas confiance dans le système de retraite par raison, répartition. Donc,
Ils sont des mots très durs sur la retraite en disant nous on n'en aura pas, ou aussi leur parcours professionnel. On parlait Oui. d'enfants à l'étranger parce que tous les deux on a Oui. des enfants qui sont plus en France. Donc c'est des parcours qui vont faire que ils vont pas cotiser en France, donc leur retraite ne sera pas la même que si j'ai fait toute ma carrière en France. Eh bien ces jeunes aujourd'hui sont tellement persuadés que le système par répartition va péter ou ne pas en avoir, donc ils veulent investir très tôt dans le fait de pouvoir avoir des revenus. Et l'immobilier est évidemment un effet de levier qui est aussi très, très important. Ok, bon, on a déjà fait un bon ménage entre, déjà on sait quand est-ce que je peux faire de la SRL de famille, quand est-ce que je peux faire de la SCI. Ensuite, il y a IR, c'est quand même un peu là que tout joue. Alors, avant le podcast, on disait, c'est vrai que chez Maslow, on vend beaucoup de loueurs meublés non professionnels parce que ça correspond aujourd'hui aussi aux besoins de nos clients. Et puis ces 2 dernières années, comparer le nu et le meublé, tu l'as déjà dit, c'est pas la peine de faire la simulation, ça tombait tout le temps du même côté. Et puis il y a eu des changements de fiscalité, c'est-à-dire qu'avant, je restais à l'IR, j'avais mon amortissement de mon bien, à la sortie, je retrouvais la fiscalité des particuliers, donc finalement, j'utilisais la fiscalité des entreprises pendant la durée de mon bien, je retrouvais la fiscalité des particuliers à la sortie. C'est plus vrai, à quelques exceptions près, les résidences-services seniors, étudiantes qui restent comme ça. Mais on a changé les règles. Donc comme on a changé les règles, avant cet arbitrage IR-IS, l'IR était très, très favorable pour le client en particulier. Aujourd'hui, on retrouve un peu une fiscalité IS, donc j'ai un peu le sentiment sur les réseaux, en gros, que maintenant, il n'y a plus d'intérêt, et donc tout le monde passe en SCI et l'IS. Donc moi, j'ai besoin que tu m'éclaires sur le sujet, parce que pour moi, c'est déterminant le choix de la fiscalité IR, IS, quelle que soit la structure au départ. Donc j'ai besoin que tu nous aides. Alors, la première chose, c'est que la fiscalité du LMNP en a pris un coup dans les ailes. C'était presque trop beau. Et ce qui est trop beau en fiscalité en France, malheureusement, a tendance à changer. C'était une niche. Exactement. Et le problème, bien évidemment, alors je l'avais annoncé 2 ans avant, de la façon dont ça se terminerait, c'est-à-dire à la fin. C'est-à-dire qu'en fait, l'État n'a pas changé les règles du début, ils ont changé les règles de fin, ce qui permet d'englober la totalité des gens qui ont du LMNP. C'est ça qui a été injuste pour les clients investisseurs sans faire de politique, c'est qu'on a changé les règles pour les gens qui avaient investi il y a 5 ans ou il y a 10 ans. C'est le principe, effectivement, de l'État français. On le dit, on ne peut pas dire que la fiscalité soit plus pénalisante en France. Parce qu'elle change. C'est surtout sa fluctuation permanente, où on aurait peut-être besoin de Madame Irma pour pouvoir faire des investissements plus que d'un fiscaliste au demeurant. Et donc, ça, c'est vraiment très problématique. C'est pour ça que je te disais que la SCI et l'IS, au moins, est assez protégée dessus. Mais, par exemple, celui qui avait fait un achat en SCI et l'IS il y a 10 ans, lui, ses règles, elles sont connues et ça n'a pas changé. Ça ne change rien. Mon petit particulier qui a acheté un appartement meublé il y a 10 ans, lui, sa règle, elle a changé. Ça. Et si jamais il l'avait acheté en cash, alors là, il est refait. Oui, alors 2 choses déjà sur le LMNP. Premièrement, et sur la SRL de famille, puisque la SRL de famille peut regrouper, comme on est à l'impôt sur le revenu, et qu'on va mettre en mécanisme des systèmes d'entreprise, c'est-à-dire l'amortissement, eh bien, on a 2 choix indirectement, le LMNP, location meublée non professionnelle, et la location meublée professionnelle. Donc, pour quelqu'un qui voudrait rester en LMNP, il doit avoir en tête que ses recettes ne doivent pas excéder 23 000 € ou ne doivent pas excéder 50% de ses revenus. Donc, parfois, certaines personnes disent « je suis peinard, j'ai 100 000 balles de salaire, je peux y aller ». Manque de bol, il part à la retraite, il a tapé un peu trop fort, sa retraite baisse, et là, manque de bol, hop, il repasse en location meublée professionnelle, sachant que c'est 2 régimes qui n'ont rien à voir. T'enlèves une lettre, mais tu changes tout. Ça change tout. Le côté professionnel, premièrement, je ne vois pas où il est. D'ailleurs, le côté professionnel avec 3 000 €, je trouve ça assez amusant que d'un côté, les micro-entrepreneurs peuvent faire 70 000 balles de trucs de façon accessoire, et l'autre côté, tu deviens professionnel avec 23 000 € de recettes, quand on sait que quand on paye, les recettes ne sont pas ce qu'on se met dans la poche, mais ce qui va permettre de payer le remboursement, les intérêts quand tout va bien. Donc concrètement, ça, il faut vraiment l'avoir en tête. Donc quelqu'un qui d'emblée, j'aurais tendance à dire, voudrait se dire, moi, je veux avoir une seule société, je ne veux pas en avoir 36, et je veux par contre monter, il faut faire une SCI.
évidemment. Là, il ne faut même pas jouer avec la SRL Si de ton famille. ambition, c'est d'être multi-investisseur et d'investir dans plusieurs biens sur les 10 prochaines C'est années, ça. de faire tourner aussi ton patrimoine, toi, ton conseil, c'est la SCI. Et qui ne veut qu'une société. Parce que Bien sûr, bien sûr. rien n'interdit de faire une SRL de famille Ouais. et parallèlement de faire une SCI. Ouais, ok. Donc pour un particulier qui ne va pas mettre de système avec des holdings, Bien etc., sûr. Non, on parle voilà. du particulier salarié, Particulier salarié. qui veut investir. La SRL de famille avec le système du LMNP est encore un bon système. C'est pas pourri. Enfin, ce Non, que non, je veux bien dire, sûr. c'est que beaucoup de gens qui étaient là pour dire ouais, allez-y, de l'MNP, moi je dis faites gaffe, il y aura une surprise à la fin, sont exactement les mêmes qui disent que maintenant il faut la jeter. Et moi je dis non. Comme j'avais anticipé le coup, je dis ça reste et ça demeure une bonne situation. Pourquoi ? Parce que, et je vais expliquer pourquoi. Alors, ça permet quand même de ne pas payer d'impôt sur le revenu pendant très longtemps, grâce au système de l'amortissement. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est vachement simple. J'achète un bien, je vais simplifier à outrance, j'achète un bien à 100 000 euros. Bon, je prends forcément bas pour que tout le monde comprenne bien. Je dis sur ces 100 000, allez, j'ai 80 000 euros que je peux amortir. Ces 80 000, je vais les amortir. Je simplifie aussi encore sur 20 ans, histoire Mais les de chiffres, simplifier les chiffres, choses ça marche. dessus. Sauf que la réalité, c'est plus compliqué. Il y a des systèmes de composantes, etc. Et on va pouvoir amortir 4 000 balles, effectivement, par an d'amortissement. Les frais de notaire, les frais d'agence, je les colle en charge. Et si tout va bien, pendant 10 ans, 15 ans, je ne paye rien. Pas d'impôt sur le revenu, pas de CSG. Donc, c'est quand même pas nul. Et si tu as fait du crédit, tu peux aller exactement. à 20 à 30 ans. C'est tout à fait ça. Et je trouve que c'est quand même un système qui est assez cool parce que beaucoup de personnes me disent souvent bah oui, mais que je paye tout de suite ou que je paye plus tard, ça change. Ça non. change pas. C'est faux. C'est faux. Ça change ta trésor déjà. Bah, évidemment. Pourquoi ? Parce que premièrement, pas payer d'impôts permet d'avoir plus d'argent, permet de rembourser, permet de réinvestir. Et donc, c'est quand même quelque chose de sympa. Et puis, rien n'interdit que quand on va devoir payer des impôts pour de bon, remettre une couche histoire de ne pas payer de nouveau. Donc ça, je pense que c'est hyper important de comprendre. Et donc, la grosse difficulté, enfin, ce que les gens se disent, ah oui, c'est beaucoup plus dur, c'est vrai, c'est qu'il faut désormais réintégrer les amortissements dans le calcul de la plus-value. Mais je rappelle qu'on bénéficie aussi d'abattements en fonction de la durée. Qui sont énormes. Et ça, c'est quand même assez cool. Donc, finalement, est-ce que le régime du LMNP est moins bon depuis un an ? La réponse est oui, hein, on ne va pas se mentir. Est-ce que c'est pas le bon système ? La réponse est non, c'est un bon système. Et la SRL de famille peut abriter ce système parce que l'avantage effectivement majeur, c'est entre plusieurs membres de famille. On peut aussi donner des parts aux enfants avec des faibles sommes, on va y venir, mettre des grands concours, etc. Donc je pense que ça, c'est hyper important. Ouais. Donc on peut dire que le système LMNP est quelque chose de sympa et il faut bien évidemment faire attention de ne pas basculer dans le régime de location meublée professionnelle qui là, par contre, entraîne d'autres conséquences plus importantes qui sont comme dans les sociétés civile immobilières, un impôt sur les sociétés. Ouais, on rappelle qu'il y a des abattements pour des détentions, mais tu peux réintégrer également les frais d'acquisition. Tu peux réintégrer des forfaits travaux, y compris si tu n'as pas fait de travaux. Je ne sais pas si tu as acheté un appartement neuf et que tu le revends 15 ans en prend, peut-être que tu n'as pas besoin de le refaire complètement. Et donc, ces délais de détention plus ces abattements font que la part fiscalisée, si tu as fait du crédit notamment, elle est très faible. Et ça ne change pas la règle. Et il y a encore des niches qui permettent de passer à côté. Bon, écoute, ça, c'est plutôt clair. Ce qu'on dit souvent, ce que l'on pense, ce que l'on entend, ce qui est génial dans une structure, cette fameuse tierce personne, c'est que finalement, on va tout décider sur cette tierce personne. Oui. On dit souvent, et j'ai fait des podcasts avec plusieurs notaires, notamment sur la transmission, la succession, la donation, démembrement, etc. C'est que finalement, ce que l'on a dit, c'est que plutôt que de copier-coller des statuts de SCI dans Google, c'est plutôt de prendre le temps d'aller voir un expert, un conseil, un expert comptable, un avocat fiscaliste, un notaire qui peut nous aider aujourd'hui à créer notre structure et finalement de tout décider. Donc, on dit toujours que la SCI, c'est un outil extraordinaire à condition que, quand même, au départ, j'ai bien construit le truc. Oui. Donc, voilà. La SRL de famille, je suppose que c'est pareil. Moi, j'ai 2 enfants majeurs. Le fait de transmettre un peu mon patrimoine, etc. Je pense que c'est quelque chose que l'on doit avoir en tête tout le temps. Oui. Qu'est-ce qu'on met dans des statuts de SCI ? Comment on fait pour qu'on optimise et qu'on passe pas à la caisse parce qu'on a oublié un paragraphe ?
Bon, la première chose déjà, c'est de mettre les bonnes personnes aux bons endroits. Hein. Merci. Ce que je veux dire, c'est que si tu as des enfants, lorsqu'on a des enfants, ben, par définition, si on pense effectivement transmission, ben, on essaie de les intégrer le plus rapidement possible. On Plutôt peut possible. d'ailleurs s'amuser si on a moyennement confiance ou si on se dit plus tard, j'aimerais bien toucher les loyers et que les enfants ne les aient pas, Mm. c'est même de leur donner la nue propriété, ne pas leur donner l'usufruit. Hein. Mm. Donc un petit peu comme si tu avais un pommier, Mm. tu files le tronc d'arbre, mais tu ne donnes pas les pommes et Bien tu sûr. les gardes pour toi ad vitam. Donc ça, sur une société civile immobilière, il y a tellement de choses qui peuvent être faites que c'est juste extraordinaire. La seconde, c'est que tu auras un objet social un petit peu plus large que simplement dire j'achète au 34 rue Einstein à Lyon. On va essayer d'ouvrir de telle façon à ce que dans une SCI, on rentre un bien, deux biens, trois biens, autant de biens qu'on le veut, et éventuellement peut-être d'acheter des SCPI, peut-être d'avoir une activité qui est toujours liée à l'immobilier, bien évidemment. Ok. On peut acheter des SCPI dans une On SCI. peut acheter des SCPI. On peut aussi gérer un petit peu de trésorerie. Hein. Par contre, pas question de mettre 1 million d'euros, mais tu as 100 000 balles, tu peux les coller dedans, histoire d'attendre, de faire des petits, puis acheter quelque chose. Tu peux acheter aussi que de l'usufruit, tu peux acheter que de la nue propriété. On peut acheter aussi d'autres SCI. Hein. Tout est absolument faisable. Et Bah, ça, dans l'objet social, c'est une structure morale. C'est comme une exactement. société. Donc aujourd'hui, est-ce que des sociétés se rachètent entre elles? La réponse est oui. Est-ce qu'une société peut devenir actionnaire d'une autre société? La réponse est oui. Oui. Je parle du monde de l'entrepreneuriat en C'est général. exactement ça. Si on regarde, je sais pas, Stellantis, vous voyez bien que Voilà. Et ben moi, à titre particulier, ma SCI peut permettre Exactement. d'investir dans d'autres sociétés. Pourquoi pas d'autres SCI familiales, par exemple. Et l'avantage, effectivement, c'est qu'en France, quand on regarde bien les choses, c'est que quand on passe par la case individu, on paye énormément. Oui. Mais tant qu'on reste dans un cercle Le vase clos. entre société et société, c'est zéro. Et ça, c'est très important. On a tous l'image de biens qui sont bloqués à cause de la succession, c'est-à-dire des parents qui ont acheté un bien, une résidence secondaire ou une résidence principale. Il y a des enfants qui ne s'entendent pas. On arrive chez le notaire et finalement la situation est bloquée pendant des années. Ouais. Est-ce que le fait que, bon, par exemple, je suis parent, j'ai des enfants qui ne s'entendent pas, c'est le cas aujourd'hui, il n'y a pas de raison que ça s'arrange. Est-ce que finalement la SCI me permet d'éviter le conflit générationnel après? Parce que est-ce que je peux décider de tout? Alors, est-ce que ça évite les conflits? Non. Ça serait trop beau. Ça serait trop beau. Mais tu as complètement raison. Quand tu as un bien en propre, c'est l'indivision. Or, nul n'est censé rester en indivision. C'est ça. Et le problème, c'est que l'un peut obliger Bloquer. l'autre à vendre directement. Donc là, une SCI, en fait, ne protège pas, n'a pas pour but de protéger ceux qui détiennent la SCI, elle a pour but de protéger le bien. Et donc, ce que je veux dire, c'est que assez rapidement, il faut trouver un moyen de fonctionner, mais on peut dire qu'il n'y aura rien qui bloquera. Et ça, je trouve que c'est un avantage majeur. Mais ça peut... Alors certains pourraient dire, ah bah oui, mais c'est pas normal parce qu'il y a une personne, elle va se retrouver avec ses parts, elle pourra pas les vendre, c'est pas logique, etc. Oui, c'est vrai, mais ça ne bloque pas. Parce que pire que les mauvaises décisions, c'est pas de décision. Hein, voilà. Donc une SCI ne protège pas le conflit, ne protège pas les embrouilles, mais par contre, ça protège effectivement le bien et la continuité du bien et du patrimoine. Tu peux décider du nom du gérant, grosso modo, qui va prendre les décisions Exactement. en cas de désaccord. Évidemment, il ne faut pas que ce soit lui qui casse sa pipe en premier. Ou alors, il faut dire, si celui-ci disparaît, quelle est... Voilà, donc par exemple, c'est ma première fille, qui est la plus grande, qui prendra la décision, y compris si sa sœur n'est pas d'accord. Si jamais c'est moi qui casse ma pipe, quoi. Voilà, on peut faire aussi des pactes d'associés, ça existe, hein, donc secret même d'ailleurs. Secret ? Oui. Ah oui, un pacte associé par Surprise. définition. Ah, exactement, tu peux avoir par exemple 5 associés et qu'il y a un pacte secret entre 3 personnes et que les 2 autres ne le sachent pas, ils ne fassent pas partie intégrante. Okay. Et on sort ça du chapeau au dernier moment quand il y a un problème majeur. Bon, j'aime quand tu es pour la paix des ménages. Je viens de te dire que il y a 3 frangins qui peuvent pas se blairer et que ça plombe le truc, et toi tu m'expliques qu'on peut se mettre d'accord à 2 dans un coin. Exactement, il peut y avoir par exemple un accord que les 3 voteront de la même façon. Donc encore une fois de plus, alors généralement, c'est rare d'avoir cette typologie de problème, mais ça peut être quelque chose qui peut être envisagé lorsque les parents imaginent que les choses vont mal se passer. Moi, j'ai un sujet, c'est notamment le fait d'acheter
et de penser à sa transmission assez rapidement ou de développer le patrimoine de nos enfants, c'est les enfants mineurs. Est-ce qu'aujourd'hui, dans une structure SCI, SRL de famille, je peux intégrer des enfants mineurs qui ne vont pas le rester, mais des gamins qui ont 16-17 ans, est-ce que tu me conseilles de faire ça si je veux, moi, acheter un bien avec mes enfants? Alors, le plus tôt est le mieux, à mon sens. Il est évident que dans une société civile immobilière, comme la responsabilité est totale, comment faire pour que la personne qui est enfant, effectivement, et qui ne se rend pas compte que sûr. d'être associé, il y a un risque, même les adultes ne le savent pas, donc je ne vois pas comment un enfant pourrait le savoir. Et bien dans ces cas-là, il y a un moyen sans les émanciper, c'est d'aller voir des juges, sachant que c'est la personne, les parents, Oui. qui resteront responsables de cette situation. Donc ça, c'est des choses qu'on fait en règle générale avec un notaire, dans lequel on peut protéger complètement le mineur, et donc on peut inciter à le faire. Il est évident que c'est toujours plus facile avec des majeurs qu'avec des mineurs, mais rien n'empêche l'autre. C'est-à-dire que tu fais une distinction entre les enfants 15, 16, 17 Oui, du coup, et c'est ça. ils ont 2-3 ans. C'est ça, Ok, j'ai compris. exactement. Voilà, c'est ça. Donc tout est faisable. C'est une question parfois juste de temps, de bien mettre les choses. Pour une personne, en tout cas, qui a la certitude de faire quelque chose un jour dans l'immobilier, d'ailleurs, même si mon tête, il y a une SCI à l'impôt sur le revenu, il devrait le faire le plus tôt possible, puisque aussi la durée de détention est quelque chose qui est importante et qui court, Bien non sûr. pas à partir du moment où on a de l'immobilier, mais à partir du moment où on a des titres de SCI. Donc, quelqu'un qui est certain devrait effectivement créer ses sociétés rapidement, quitte à mettre un peu de SCPI avant d'acheter un bien immobilier. D'une façon ou d'une autre, la règle de l'immobilier, c'est comme les intérêts composés. Plus on le fait tôt, mieux c'est. Ça, Évidemment. c'est un grand truc. Il est certain que quelqu'un qui s'endette sur 20 ans à 30 ans aura toujours plus de patrimoine immobilier s'il recommence l'opération que quelqu'un qui s'y met à 60. Ouais, alors je t'assure qu'aujourd'hui, c'est quand même vraiment vrai. Mm. Je ne vais pas faire mon vieux de la vieille, mais je trouve que la génération après la mienne est beaucoup plus avertie, a un souhait d'investir qui est très fort. Ouais. Ça démarre très vite. Moi, je sais que personnellement, mon premier bien immobilier n'a pas été ma résidence principale. C'est un bien Génial. locatif, c'est une résidence étudiante qui, sur le papier, n'était pas exceptionnelle en tant que telle, mais qui m'a rapporté les 6 dernières années, 18% de rentabilité. Enfin, genre de truc qui est complètement fou et qui m'a toujours été loué. Et la seule chose que je regrettais, c'est pas en avoir acheté deux tout de suite. Voilà, Oui. c'est la seule, En, en la tout- seule en chose. tous les cas, ce qui est très intéressant, c'est que la décision de faire un premier investissement est souvent difficile, ce qui est normal. Oui. Mais par contre, le deuxième ou le troisième, quand les capacités Alors, des gens le permettent, ça va beaucoup, beaucoup plus vite. je pense qu'il y a quelque chose sur lequel on a du mal à raisonner. Et en tout cas, moi, mon premier achat immobilier, j'ai eu un peu de mal à bien comprendre ça. C'est le temps. La durée est quelque chose d'essentiel. Et 1 euro d'aujourd'hui Bien sûr. vaut beaucoup plus effectivement qu'1 euro dans 20 ans. Mm. Or, lorsqu'on fait un emprunt, on voit forcément Fige. par rapport, mais regardons ne serait-ce que l'évolution du SMIC, même si les gens trouvent qu'ils ne gagnent rien, Bien et sûr. j'arrive à le comprendre aisément là-dessus, mais force est de constater que ça a augmenté de façon significative et les salaires ont augmenté. Ouais. Or, lorsqu'on fige un emprunt avec un taux fixe, il Tu reste, fiches tes euros. et d'un seul coup, ça devient non pas une formalité de le rembourser, mais ça devient beaucoup moins important sur sa fiche de paye. Ça, c'est des choses, je pense qu'on a du mal à appréhender, Oui, alors, et qu'on appréhende avec l'âge, en tous les cas. oui, Patrick, si on apprenait ça un peu à l'école, Oui, je pense qu'on avancerait beaucoup plus vite. oui, c'est ça. Voilà, je pense qu'il y a 2-3 sujets sur lesquels on pourrait passer 3 heures Ouais. par semaine Ouais. pour aider les gens à comprendre Oui, leur comment s'enrichir, tout simplement. Enfin, leur moi, bulletin de salaire, ce que c'est qu'un crédit, Voilà, etc. exactement. Mais ni toi ni moi, on est ministrable. On a fait des millions de vues il y a 2 ans sur un sujet, alors que moi j'adore parce que je trouve que c'est la martingale de la transmission de la gestion de patrimoine, qui est le démembrement temporaire. Oui, C'est-à-dire, j'ai des enfants, ma fille s'en va faire des études à Rennes. Tous les parents vont nous dire, est-ce que je la sors du foyer, est-ce que je la sors pas du foyer, est-ce qu'on peut faire le calcul, la demi-part, machin, etc. Bon, on fait le calcul, on sort la petite du foyer, on lui donne une pension alimentaire, ce qui me permet, moi, de diminuer mes revenus, mais finalement, ça ne suffit pas à payer l'école de commerce, le loyer, etc. Donc, les 7 000 euros, en gros, que j'ai le droit de donner, ça ne va pas suffire pour l'année. Donc finalement, je vais continuer à donner de l'argent. Il faut bien que je sponsorise la petite pour qu'elle ait un travail avec un salaire. Et donc, je ressors de la trésorerie. Ouais.
il s'avère que si j'ai un patrimoine immobilier avec des loyers, je peux lui filer des loyers, donc Ouais. diminuer mon imposition à moi et Et de le faire démembrement temporaire, voilà. de surcroît, pas définitif. Donc, alors déjà, je crois qu'on partage quand même l'avis sur le sujet. Est-ce que tu peux nous réexpliquer la méthode, surtout la durée possible, puisqu'on a eu beaucoup de questions sur cette vidéo. C'est, attends, des ventes temporaires, c'est 2 ans, c'est 5 ans. En fait, comment tu fais pour le mettre en place très concrètement? Alors, et sur quel bien on peut le faire? Alors, c'est une question très difficile. Eh ben, on a eu plein de questions sur comment je fais très concrètement. Bon, d'accord, moi, effectivement, j'ai des loyers, voilà. Quel bien? Et la durée, parce que la durée, ça, c'était une question qui était très, très, très importante. Alors, une astuce, si tu es en société, déjà, tu fais ce que tu as envie. Hein. Je pense que ça, au moins, c'est bien. Et du coup, ta question, elle n'est plus sur quel bien, mais c'est plutôt sur quelle société. Et si tu as une SCI, qui a 50 biens, etc., à la limite, allons-y. Et donc après, il faudra faire, par exemple, une distribution de dividendes dans le cas d'une société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés. Je suppose, en tous les cas, que si l'étudiant ou l'étudiante n'a pas de gros revenus, il n'optera pas pour la flat tax à 31,4% désormais, mais plutôt au barème progressif, 40% d'abattement. Peut-être qu'il sera même dans une tranche à 0, ou peut-être 11, grand maximum. Donc ça fera un cumul de 0,11. Bon, la CSG, par contre, on n'y échappe pas. Mais je pense que ça, c'est l'idée, en tous les cas. Ensuite, comment ça se passe? Le mieux, en tous les cas, c'est d'aller voir un notaire, clairement, pour pouvoir faire l'opération, déterminer la situation. Et ce qui est vachement bien, c'est que, du coup, tu peux t'arranger, notamment... si dans ta société civile immobilière, tout à l'heure, tu me posais les questions aussi de qu'est-ce qu'il faut mettre, peut-être que ce soit la nue propriétaire qui décide du montant des dividendes, de telle façon à ce que ce soit le propriétaire qui décide du montant qui va être affecté sous forme de dividendes auprès de l'étudiant ou de l'étudiante. Ça peut être une astuce. Et puis en plus, ce qui est sympa, c'est que si tu as plusieurs enfants, tu peux le faire. La durée, je choisis. Je peux le faire pendant 5 ans, je peux le faire pendant 10 ans, je peux le faire pendant... alors 10 ans, étudiant, c'est un petit peu long, mais, 5 ans, c'est ça, c'est les choses qui se font... non pas régulièrement, assez paradoxalement, mais qui peuvent se faire en tous les cas. Et je trouve que c'est assez cool. C'est encore une fois de plus un avantage avec moi, la je trouve que société. c'est un manque de conseils et je vais mettre tout le monde dans la boucle, que ce soit les conseillers en gestion de patrimoine, les notaires, les avocats. C'est un système qui est pour moi sous-utilisé, avec des parents effectivement qui peuvent avoir quelques moyens, mais entre... Aujourd'hui, un enfant en études supérieures, stat classique, ça coûte un SMIC. C'est ça, oui. D'accord. C'est ça. Et toi, tu as le droit de donner une pension alimentaire à hauteur, grosso modo, de 7 000 euros. Je fais des arrondis volontaires. Donc, le SMIC et 7 000 euros, c'est pas tout à fait la même chose. Et il y a moyen aujourd'hui de diminuer tes revenus, de donner de l'argent à tes enfants, de passer à côté de la fiscalité, hormis la CSG pour tes enfants. Et franchement, on le voit, je le vois une fois par an. Pour être transparent. C'est tout à fait vrai. Il y a un point, je pense, que les personnes ont du mal à comprendre, c'est que l'argent que l'on dépense, ce n'est pas quand on a 100 euros qu'on va dépenser, ça ne nous a pas coûté 100 euros. Bien sûr. En réalité, ça nous a coûté 300 euros. C'est ça la réalité. Et je pense que c'est hyper important que la première des démarches à avoir n'est pas nécessairement d'avoir plus d'argent, mais d'avoir de l'argent qui sera net d'impôts. Et c'est vrai que la situation dont on est en train de parler te permet en plus de diminuer ta propre imposition, évidemment. tout en donnant de l'argent gratuitement, pratiquement. C'est quand même assez cool. Et c'est vrai que c'est encore une fois de plus tout à fait légal, très peu utilisé parce que les personnes ne veulent pas un conseil sur ce coup-là. Et évidemment, tu peux le faire très très facilement si tu as une structure, mais si les gens qui nous écoutent ont acheté ce bien en propre, monsieur, madame, etc. C'est un petit peu plus difficile, c'est pas impossible. C'est plus chiant, mais c'est possible. Voilà, exactement. Il y en a une où c'est une facilité déconcertante. Sur un bouton. C'est ça, exactement. L'autre, c'est un petit peu plus délicat. Frein qui arrive souvent lorsqu'on aborde ces systèmes, ces montages chez nos clients, c'est le financement. Parce que parfois... les banquiers, donc comme j'ai été banquier et que mon petit frère y est toujours, je tape pas trop dessus, mais finalement, mon conseiller dans mon agence, caisse d'épargne, Créa-École, Crédit Mutuel, qui me conseille, il va dire mais c'est quoi l'intérêt de faire une SCI, puis vous avez le financement, c'est pas tout à fait pareil, ça va passer par le pôle entreprise, c'est des choses que l'on a. En gros, parfois on arrive à la banque en tant que particulier.
en disant je vais acheter un bien ou un immeuble ou deux biens, je vais passer par une SCI. Et là, on dit attention, c'est pas pareil. C'est vrai. Et donc, du coup, ça fait peur aux gens, souvent. Donc, est-ce que c'est vraiment plus difficile d'emprunter en SCI? Est-ce que c'est vraiment plus chiant? C'est différent, j'aurais tendance à dire. Quand on achète en nom propre, c'est très simple, c'est son banquier habituel qui peut faire l'opération. Dès qu'on commence à transiter par une société civile immobilière, même si son objet social est civil, quand on opte à l'IS, ça devient commercial. Généralement, c'est suivi par d'autres personnes. Donc les gens, les banquiers sont quand même de bonnes personnes qui essaient toujours d'accompagner le client. Et quelque part, je pense que ça les énerve un petit peu que ça puisse transiter vers quelqu'un d'autre, d'où l'intérêt de rester toujours en propre. Mais aujourd'hui, personnellement, je n'ai jamais rien acheté en nom propre. Et parfois, j'ai eu des difficultés avec des banquiers pour pouvoir le faire. Moi, je trouve qu'il y a deux avantages. Premièrement, on ne tombe pas dans la règle des 35%, Exactement. puisque on doit faire cette fois-ci un prévisionnel, très rapide, hein, c'est franchement de la rigolade, mais dans lequel la société, parce que c'est une société, va avoir un investissement, va avoir un financement, va avoir un remboursement, et la seule question, c'est de dire qu'est-ce qui se passe. Et du coup, ça permet d'isoler. Et je pense que c'est très important pour quelqu'un qui veut commencer à bâtir son patrimoine, de sortir cette règle des 35% et d'isoler quelque part cet emprunt, parce que c'est comme s'il achetait une boulangerie. On ne se poserait pas les questions s'il va être imposable à 35% dessus. C'est du chiffre d'affaires, ce sont des revenus, des dépenses, des remboursements. Et je pense que ça, c'est cool. Et beaucoup aujourd'hui de banques ont intégré ce système et ça ne soulève pas de difficulté. Et quand les gens ont une difficulté, il faut que la personne voit soit une autre banque, soit voit un autre banquier au sein de la banque pour pouvoir expliquer la situation. Là, ce que je veux dire, c'est que l'importance du courtier peut être encore plus vraie parce que en fait, les banques, elles ont des règles. Donc, tu disais tout à l'heure, c'est pas la peine de se battre. Est-ce que ça va arriver, pas va arriver? Quand la Société Générale décide d'une règle, c'est appliqué dans les agences de la Société Générale et c'est vrai ailleurs. Donc, aujourd'hui, il y a... J'ai une anecdote là-dessus. Hein. Me fâche pas que la Société Générale. Me fâche pas que la Société Générale. Non, c'est pas du tout à la Société Générale. Je citerai d'ailleurs pas de nom, mais j'avais une banque. Je demandais, la personne, pas moyen d'avoir, pas de rendez-vous, rien du tout, catastrophique, etc. Je passe par un courtier. Je te donne en mille. Où est-ce que j'ai eu mon emprunt? Dans la même banque. Chez la banque qui devait me recevoir et qui ne me recevait pas. Ce que je dis, c'est que le courtier sait, par exemple, les règles des banques, c'est-à-dire est-ce que la SCI, c'est la même durée d'emprunt ou pas? Il y a certaines banques sur lesquelles je suis un peu plus limité qu'à titre particulier. Il y a une prime de risque parce que c'est un actif, en tous les cas, ils considèrent ça comme professionnel, donc souvent le taux de crédit est un petit peu plus élevé. Mais là aussi, c'est tellement optimisant. Est-ce qu'il faut que j'emprunte à 3,40 ou à 3,60? On s'en fout. Exactement. Alors ça, c'est un truc aussi qu'il faut comprendre. On se fout du taux d'intérêt. C'est-à-dire que quand tu es particulier et que tu achètes en nom propre, toi personnellement, ton taux d'intérêt, c'est quelque chose de très important. Bien sûr, la raison principale. Or, quand tu fais du locatif, mais on se fout en fait du taux d'intérêt parce que la seule chose qui compte, c'est combien il reste dans la poche et quelle est ma capacité à pouvoir acheter. Et donc, je vois trop de personnes qui se serrent la ceinture en se disant je vais raccourcir. En fait, quand on est particulier, on veut avoir le taux le plus bas et on veut rembourser le plus vite. Et quand on commence à être professionnel ou un amateur éclairé, on se fout du taux et on veut la durée la plus longue de remboursement. C'est deux choses qui sont totalement opposées. Et là, c'est pareil, le mindset, il doit être différent. Il faut avoir un raisonnement d'entrepreneur. Et moi, je dis, pour investir de façon dans le locatif, il faut se faire mal. Moi, je sais que j'ai beaucoup investi d'un point de vue locatif, mais je n'ai jamais pris plaisir à acheter du locatif. Pourquoi ? Parce que tout simplement, mon plaisir, c'est de dire quel est mon objectif et comment je vais y arriver. Donc, si on recherche, tu peux avoir du plaisir à partir en vacances, tu peux avoir du plaisir à rouler dans une belle voiture, ça c'est les choses que j'arrive à comprendre, mais avoir du plaisir pur en achetant de l'investissement locatif, je ne l'ai pas trouvé moi personnellement, et donc il faut se donner un coup de pied dans les fesses pour pouvoir y arriver. Mais par contre, le résultat après, il est juste exceptionnel. Ok. Parmi les clients que tu suis, où tu récupères finalement des choses qui ont déjà été faites, les SCI ou les structures, c'est quoi les erreurs que tu vois le plus fréquemment ? Une SCI à l'IR qui a oublié qu'elle était à l'IS dans la réalité, ça c'est juste catastrophique. On a droit à 10%. À ce point-là ? Ah ben ça arrive, hein. Ça arrive.
Oui, on trouve des sociétés civiles immobilières et qui sont à l'impôt sur le revenu. On leur dit, mais vous avez dépassé 10% dans le locatif meublé, vous ne devriez pas. C'est pas possible, en fait, t'as pas le L'État droit. ne vous a pas chopé, mais il va le faire. Hein, ça, voilà. Donc ça, c'est des choses qui arrivent encore malheureusement. La seconde, c'est parfois un manque d'optimisation fiscale. Le mec est entrepreneur, il sort de l'argent, lui, à titre personnel, pour pouvoir investir dans une SCI immobilière à l'IS, alors qu'il suffirait que sa Passe à holding, la holding. ou même sa société, tout court, parfois, il n'y a même pas besoin de monter une holding, mais c'est recommandé, mais ce n'est pas nécessaire systématiquement. Il suffirait qu'elle prenne une participation, et du coup, c'est la SCI, c'est la société qui verse l'argent, c'est terminé. Il vient de gagner 2 fois la somme, en fait, très Du coup, il exactement. peut emprunter à 3,60 plutôt que 3,40. Là, il a gagné de l'argent. Oui, au lieu de faire un seul chambre. investissement, il en fait 2. Bien Parce que c'est ça dont il s'agit. Ouais, ça, c'est des choses assez fréquentes. Aujourd'hui, sur mes clients Maslow jeunes qui peuvent prendre la décision tout seuls parce qu'ils sont célibataires aujourd'hui ou pas encore en couple, on a aussi évidemment les divorces, le fait d'avoir plusieurs vies, des enfants de plusieurs mariages ou choses comme ça. La SCI, c'est aussi quelque chose de protecteur. Investir quand on n'est pas marié égale structure obligatoire, selon toi? Alors, une SCI, par définition, c'est 2 personnes. Donc, il y a une petite ruse. Bon, je ne devrais pas le dire ici, mais parce qu'il y a un petit risque quand même. On en fera un short. C'est de monter une société holding. Donc, je suis là, j'ai une société holding. La société holding investit une part. Ça y est, j'ai un deuxième associé. Alors, donc c'est Pierre un peu chaud, et hein. Emmanuel peuvent investir. Exactement, voilà. Okay. Sinon, les règles qu'on dit 2 associés, c'est pas nécessairement 50-50. Ça peut être 99,999999 et quelqu'un d'autre qui détient 0,00001. Est-ce que tu es d'accord pour dire que c'est la meilleure solution sur des conjoints non mariés pour protéger l'autre? Oui. Surtout quand on a des enfants? Oui. Ah bah oui, clairement, oui. La SCI est une protection majeure. Elle permet aussi un petit peu plus de subtilité, effectivement, dans le cas où l'autre vient à décéder, etc. Ouais. De garder l'usufruit et de garder le bien. Exactement. La jouissance du bien. C'est tout à fait ça. Y habiter ou percevoir la loyer. Et voilà. C'est-à-dire que quand on est jeune, temporairement, on peut avoir de l'usufruit, mais en règle générale, c'est vrai que le droit de manger des pommes, si je reviens avec mon pommier, la question, c'est de savoir est-ce que c'est l'enfant de façon temporaire qui peut l'avoir, est-ce que c'est ensuite l'adulte qui aura besoin de l'avoir, et c'est vrai que la transmission peut se faire, la protection. Là, on rentre dans des systèmes qui sont complètement fous. C'est-à-dire que la SCI offre des possibilités infinies, clairement, oui. Tu as dit qu'il faut investir le plus tôt possible. Il faut aussi donner le plus tôt possible quand on peut. Oui. Il y a des règles en fonction de l'âge des gens, tous les 1. 51, 41, 51, 61. Est-ce que ça s'applique aussi à la SCI? C'est-à-dire, est-ce que le fait de détenir des titres à 40 ans, est-ce que je dois transmettre ces titres avant mes 41 ans pour optimiser, ou est-ce que le fait de passer par une structure, ça change la règle? Alors, et donc c'est moins vrai? L'idée, c'est que tant que ta structure ne vaut pas grand-chose, il y a tout intérêt à mettre les enfants tout de suite. Pourquoi? Parce que quand on transmet sur un capital de 100 €, ça vaut 100 €. Une SCI qui vient de démarrer, capital 100 €, la boîte, elle vaut 100 €, pas plus. 20 ans après, elle vaut peut-être 300 000. Bon, là, c'est plus la même musique. Depuis le président François Hollande qui avait réduit de 150 000 à 100 000 et de 10 à 15 ans. Aujourd'hui, je pense qu'il va falloir viser l'immortalité pour pouvoir transmettre directement. Mine de rien, les personnes ont souvent conscience. J'aurais tendance à dire en fait, tant que tu donnes de l'argent à tes enfants, tu n'as pas tellement conscience qu'il faut y aller encore davantage dans la transmission. Et aujourd'hui, comme la plupart des personnes transmettent, ils commencent à avoir l'idée à 50 ans, et mine de rien, ça commence à réduire sérieusement il faut aussi laisser le temps aux gens de construire leur patrimoine, évidemment. Et tu peux commencer à distribuer. Très tôt. C'est plus facile de distribuer un patrimoine où tu n'as rien que de distribuer un patrimoine où tu as beaucoup, en tous les cas. Et le jour où il vaut beaucoup, si tu as fait déjà ce passage, je pense que c'est hyper important. C'est valable pour les sociétés civiles immobilières, c'est valable pour les sociétés SAS, etc. Et donc, bien évidemment, pour bien faire, il faudrait commencer... Allez, à 40 ans, un peu lâche maxi, en tous les cas, on peut le faire, quoi.
Société, structure, IS. Voilà. Bon, moi, à la fin, je te dis cotisation sociale. Ah, et tu vas faire référence sans doute à l'URSSAF, qui n'est pas une URSSAF nationale, hein. On croit Moi, toujours que l'URSSAF est nationale, mais moi, c'est pas mon tout à job, fait c'est de vrai. traiter des objections. Mais quand Ah je suis là en là. podcast, je pose les objections. Ouais. Donc, tu me dis structure, société, SARL, SCI. Moi, je te dis à un moment donné, Ouais. cotisation Alors, sociale. on va faire ultra simple. Société civile immobilière à l'impôt sur les sociétés, charge sociale, 0. Voilà, c'est Donc, clair. au moins, c'est clair. Si tu me dis maintenant SRL de famille gérant, URSSAF, je vais poser une question. Est-ce que le gérant majoritaire ou est-ce que le gérant est minoritaire? D'accord. Ok. Si tu es gérant majoritaire, je rappelle qu'être dans une SRL, il faut un gérant ou des gérants. D'accord. Mais qui n'est pas celui qui a le plus de parts, forcément. Et qui peut même être quelqu'un D'extérieur. d'extérieur. Enfin, pas, puisqu'il Ouais. faut qu'il soit dans la famille quand même. Hein, d'accord. Dans ces cas-là, pour apprécier la gérance, on va prendre les parts du gérant ou des co-gérants, et puis on va ajouter ceux des conjoints, de la conjointe, et des enfants mineurs. Ok. Ou du grand. Voilà, mais pas du grand-père, hein, par Ok. contre. Hein, c'est le foyer fiscal au sens. Ouais. Donc, si j'ai 50% plus une part, je suis gérant majoritaire. Si j'ai 50% tout court ou moins, je ne suis pas gérant majoritaire. Donc, si moi, ma femme et mes enfants, on représente plus de 50... Mineur, Ah oui, parce que dans mon foyer, enfin... mineur, Moi, mineur ou moins de 25 ans? mineur. Mineur. Mineur, c'est très mineur. important. Voilà. Donc, Ah oui, c'est pas pareil. ton foyer fiscal est composé Ouais, j'ai compris. de 2 enfants qui sont majeurs. Ils ont 18 ans plus un jour. Ça compte pas. J'ai compris. Voilà. Ok. C'est pas le foyer fiscal, c'est le foyer enfant mineur ou pas. Ok. Et donc ça c'est va, vachement, finalement. ouais, mais c'est vachement important pour la suite des opérations parce que aujourd'hui, ce qu'on peut dire, hein, pour faire ultra simple, SRL de famille égale URSSAF, d'accord? Pour les gérants majoritaires. Certaines URSSAF ne l'appliquent pas. Certaines URSSAF ont des variations. Est-ce que vous faites plus 23 000 ou moins de 23 000, etc. C'est vrai? Ouais. C'est-à-dire que l'URSSAF donne des C'est fou. consignes auprès des URSSAF, mais toutes les URSSAF ne le suivent pas au même moment. On Ok. peut dire que comme l'URSSAF manque de fric, il va bien arriver à un moment donné quand même où Ouais. ils vont finir par le faire pour Si tous. jamais ils le font pas en ce moment à Clermont, ça va arriver, quoi. Exactement. Alors, voilà, je ne vais pas tout donner les noms des villes, mais on peut dire que gérant majoritaire est égal à URSSAF Ok. en SRL de famille. C'est Voilà. cher? un pourcentage, c'est Alors, quoi tu peux. Le problème, effectivement, c'est que tu as un minimum à payer. Ok. Donc, on est en train de payer 1500 balles, quoi, à peu Ok. près. Voilà. Donc, quand tu as une couverture par ailleurs en tant que salarié, tu peux dire écoutez, moi, votre URSSAF, j'en veux rien. Pas d'utilité, ouais. Puis, je rappelle juste un truc hein, c'est pas parce que tu payes que tu bénéficies. Ça, c'est un truc un peu spécial. Bien sûr. Et donc, tu dois faire un truc en disant j'ai par ailleurs un système. Je suis à la cotise retraite, déjà. je suis au chômage, Oui, je etc. cotise, Donc, je ouais. ne veux pas payer plus. Et tu payes forfait. un minimum. Ok. Bon, et donc le plus simple, c'est d'être gérant minoritaire. Et quand tu es gérant minoritaire, par définition, tu es assimilé salarié. Et dans ces cas-là, tu n'as pas de URSSAF du tout. Donc, prenons le cas de quelqu'un qui aurait des enfants majeurs, même rattachés au foyer fiscal. Il peut très bien dire voilà, bravo, tu viens d'avoir 18 ans, tu es te gérant. donne. Voilà. Alors après, il est gérant, donc ça accompagne aussi ce qui va avec, hein, quand même. Il faut vraiment l'avoir. Hein. Et donc, dans ces cas-là, il n'y a pas de gérance majoritaire. Ok, super. Ce qui est bien avec Patrick, c'est qu'on a toujours la solution globale et la solution qui peut nous C'est le permettre... principe de l'exception française. Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de cases, il y a beaucoup de lignes. Merci Patrick, c'était évidemment super comme d'hab. Est-ce que tu crois qu'on a oublié quelque chose? Est-ce qu'il y a quelque chose un point sur lequel tu voulais insister pour les gens qui nous suivent, qui nous écoutent, qui vont investir demain ou qui ont déjà investi dans quelques tips que tu souhaites partager? Oui. Ouais, le conseil que je donnerais, c'est principalement de ne pas se soucier de nos hommes politiques. C'est un point important parce que suivre les débats de l'Assemblée nationale, chose que je fais bien évidemment nous, on est au obligé niveau aussi. fiscalité, Catastrophique. ça ressemble plus au concours C'est dur. de l'épine des mauvaises idées, d'accord? Et quelque part, je trouve que c'est anxiogène. Or, on ne peut pas bâtir de patrimoine si on ne ressent pas quelque chose en nous où on a confiance. Donc, mon conseil, c'est allez-vous faire confiance aux hommes politiques
La réponse est non, définitivement non. On ne peut pas avoir confiance dans un homme politique. Pas qu'il soit mal ou bien, mon propos n'est pas du tout là, mais en tous les cas, ils n'iront pas nécessairement dans le sens des gens qui investissent. Est-ce que tout est cuit pour autant? La réponse est non. Pourquoi? Parce que ce que je suis en train de dire maintenant, d'autres personnes l'ont dit il y a 20 ans, il y a 40 ans, il y a 50 ans, il y a un siècle, il y a 2 siècles. Et si les gens n'investissent pas, eh bien, ils passeront à côté de quelque chose qui est très grand. Donc, n'ayez pas confiance dans les hommes politiques, c'est pas grave. Ayez confiance en vous, en votre projet. Prenez des conseils pour vous aider et faites des choix. Parce que l'investissement, c'est toujours un risque. Mais à la fin, ce que j'ai remarqué, c'est que le risque est toujours couvert, payant, et on gagne effectivement de la sérénité. Le plus grand risque, finalement, c'est de ne pas prendre de risques. Je pense que c'est ça mon mot sur lequel j'aimerais insister sur ce point. Ouais, mais c'est plus dur aujourd'hui avec ton salaire de préparer tous les objectifs que tu as et ta retraite, par exemple, en épargnant qu'en investissant. Après, il y a un phénomène sur la politique aujourd'hui, c'est que comme des projets de loi sont amendés par des groupes différents parce qu'on a des choses instables, à chaque fois qu'il y a un amendement qui sort, toi et moi, on est sur les réseaux sociaux, professionnels, etc. Et ben, il y a la surréaction en se disant ça y est, ils ont sorti un amendement, c'est la cata. On arrête, et finalement, même quand le truc est pas voté, oui, mais s'ils l'ont posé, ça reviendra demain. Oui. Je pense qu'il faut un peu raison garder et de se dire finalement, est-ce que celui qui a acheté il y a 2 ans, il y a 5 ans, il y a 10 ans, s'est enrichi? Dans 100% des cas, la réponse est oui. Donc celui qui a investi aujourd'hui, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, s'enrichira plus que celui qui regarde passer le train. Bien évidemment, il faut faire attention aux influenceurs qui t'incitent effectivement d'aller dans l'Asie, etc., pour investir. Pourquoi? Parce que tout simplement, ils touchent des commissions au passage. Encore une fois de plus, c'est bizarre. J'ai jamais vu un mec s'enrichir à l'étranger dans de l'immobilier. J'en connais des milliers qui s'enrichissent en France. Donc, ce n'est pas une critique vis-à-vis de ce qui se passe à l'étranger, mais soyons certains, en tous les cas, qu'à faire un investissement en France, y compris avec des hommes politiques parfois douteux et quand même moins risqués, que d'aller s'embringuer dans des histoires, effectivement, où il faut avoir une nationalité ou s'être marié avec d'autres personnes d'un pays étranger pour faire des choses. Enfin, il faut quand même rester froid par rapport pour accompagner chez Maslow des expats, donc des gens qui vivent en Asie, vivent en Afrique, vivent aux États-Unis, au Canada. Ces gens-là investissent en France, d'une part parce qu'ils investissent en euros, et que finalement, si des gens qui habitent à Singapour, dans les dom-toms, au Canada, choisissent d'investir en France, c'est peut-être qu'il y a certaines raisons, certaines protections qui se disent bah voilà, je préfère aujourd'hui préparer mon retour, préparer ma retraite en investissant en euros en France plutôt que d'investir dans quelques pays exotiques. Et puis le taux de change aussi est quelque chose qu'on ne maîtrise plus depuis qu'on a l'euro. Je pense que tout à fait, à part la parité l'euro-dollar, le reste, tout le monde a oublié. Donc je pense que c'est des choses qui sont importantes. Et puis il y a une preuve qui est marquante. Pourquoi est-ce que le Qatar et globalement les pays du Moyen-Orient investissent massivement en France? Si c'était un mauvais plan, jamais ils viendraient. Pourquoi le Qatar et les pays du Moyen-Orient viennent investir en France? C'est parce que tout simplement, il y a encore de la marge. On a le sentiment que c'est cher en France, l'immobilier, ce qui est vrai, mais il suffit d'aller à Londres, il suffit d'aller en Suisse, il suffit d'aller dans n'importe quel autre pays. Dans toutes les autres capitales, sauf Berlin. Voilà, et même l'Italie qui a beaucoup de succès, Milan désormais est devenue l'une des villes les plus chères d'Europe. Patrick, merci. Une nouvelle fois, c'était un plaisir. À bientôt dans nos 40 mètres carrés.